Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans C'est-à-dire, on vous apprend que la musique a un sexe. Et oui, et il est bien souvent masculin. Tenez, citez-moi comme ça une grande compositrice ou une grande chef. Ça ne vous vient pas comme ça? Eh bien, c'est normal. Et on va vous dire pourquoi. Notre invité de ce soir, dans C'est-à-dire, va vous dire pourquoi. C'est parti. Bonsoir Aliette Delalleux. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisée en musique classique. Vous avez une chronique sur France Musique. Et le titre de votre livre ce soir va hérisser les poils de certains mélomanes puisque vous nous dites que Mozart était une femme. Scoop, se dit-on. Alors on va vite lire la première page de votre livre. Bon, et puis là, vous écrivez non, Mozart n'était pas une femme. Alors je ne sais pas si c'est une déception ou un soulagement, ça dépend de l'où on se place. Il aurait pu quand même, Mozart, être une femme. Vous dites même, il était aussi une femme. C'était une femme, c'était Maria Anna Mozart, qui est surnommée Nannerl, la grande sœur de Mozart, de 5 ans son aînée. Et en fait, par exemple, si les personnes ont vu Amadeus, le film de Milos Forman, on voit le petit Mozart sur son clavecin, tout jeune enfant. On les voit là d'ailleurs tous les deux. Eh bien, parfait, voilà, c'est cette peinture. Et la sœur est absente. Elle est complètement inexistante et c'est vraiment trahir la réalité parce que, en vrai, dans l'histoire, Léopold, le père des enfants Mozart, a fait tourner ses deux enfants, donc Maria Anna et Wolfgang, partout dans l'Europe, dans toutes les cours. Elle était présente, elle était là et c'était une inspiration pour son petit frère. Et on ne la lit, on ne la voit dans aucun livre d'histoire, ni de musique, dans les films aussi. Finalement, elle est comme effacée. Complètement effacée du récit et puis effacée aussi à l'époque parce qu'au bout d'un moment, à l'âge de se marier, il fallait qu'elle se marie. Donc elle a complètement arrêté la musique, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de se produire, elle a arrêté de jouer parce qu'elle est devenue une femme et que c'était impudique quand même pour certaines femmes à l'époque de jouer sur scène, et ce qui fait qu'elle a laissé toute la place à son frère qui lui a eu la carrière qu'on lui connaît, mais elle n'a jamais pu, elle a même espéré avoir une carrière. Alors qu'elle était aussi brillante que lui, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Oui. Alors, ce qui lui arrive finalement, c'est arrivé à plein d'autres compositrices, musiciennes, et c'est ce qu'on découvre dans votre livre, beaucoup plus probablement qu'on ne le pensait. Même, vous écrivez d'ailleurs, ce livre aurait bien pu s'appeler « Mendelssohn était une femme »,« Schumann était une femme » ou encore « Mahler était une femme ». Oui, là, c'est vraiment pour citer tous les exemples de femmes d'eux, sœurs d'eux qui ont été effacées au profit d'un homme qu'on connaît très bien aujourd'hui. Donc, c'est un schéma qui est revenu très souvent dans l'histoire de la musique. Ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi des femmes qui se sont complètement distinguées d'un génie créatif masculin de leur mari. Mais voilà, Clara Schumann, c'est celle peut-être qui est la plus connue, donc épouse de Robert Schumann. Elle a composé des œuvres, notamment avant de se marier, avant de consacrer sa vie à élever 8 enfants et à s'occuper d'un mari particulièrement fragile. La santé de Robert Schumann était fragile. Et elle était aussi, elle, grande pianiste, une des plus connues en Europe. Et on entend justement une des compositions de Clara Schumann. Vous dites-vous que ce concerto pour piano et d'autres, quand vous l'entendez pour la première fois le jouer, vous tombez des nues. Complètement. Même vous, la spécialiste. Oui, parce que je me suis consacrée à la musique classique au début par amour de cette musique, vraiment. C'était quelque chose que j'avais envie que tout le monde découvre, la musique classique. Et moi-même, j'avais aucun exemple de compositrice dans ce que j'ai pu étudier, parce que j'ai fait de la flûte traversière pendant longtemps. Et même après plusieurs années dans le milieu à travailler à France Musique, je ne trouvais pas ces compositrices-là. Et quand j'ai entendu ce concerto, donc là c'est le deuxième mouvement, concerto pour piano de Clara Schumann, je suis tombée amoureuse d'une œuvre. Enfin, c'est des coups de foudre avec la musique. C'est quelque chose de quand même très viscéral. C'est pas parce qu'on connaît, c'est juste ça prend aux tripes. Et cette œuvre-là, je me suis dit, mais comment on ne la connaît pas plus? Comment on ne la connaît pas mieux? Et comment? Pourquoi? Et en fait, il y a ces femmes compositrices, musiciennes, pourquoi ne les connaît-on pas mieux? Il y a plein de... là, en l'occurrence, toutes les épouses et sœurs d'eux ont vraiment été effacées au profit d'un mari. Et on leur demande aussi de s'occuper du ménage, de bien tenir la maison. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et certaines même se retirent d'elles-mêmes en disant effectivement, c'est pas un métier de femme musicienne. Oui, elles n'ont pas de modèle parce que chaque siècle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les anciennes sont un peu effacées, donc elles ont toute l'impression d'être des pionnières. Elles l'écrivent parfois dans leurs journaux. Je suis la première, comment je pourrais avoir une carrière? Et c'est ce que va dire Clara Schumann. C'est ce que dit Clara Schumann, exactement. Elle dit, mais avant moi, il n'y en a pas eu, donc pourquoi moi, je serais une compositrice? Donc elles avaient déjà énormément de freins, pas forcément accès à l'éducation musicale au même titre que les hommes. Et puis souvent, Clara Schumann, elle a porté l'œuvre de son mari après sa mort, en tant que pianiste et en tant que pianiste brillante. Elle l'a joué pendant longtemps. Peut-être que sans elle, Robert Schumann n'aurait pas été aussi connu qu'aujourd'hui.
Pourquoi la musique est aussi mal vue? Parce qu'on parle aussi, Clara Schumann par exemple parle d'arrogance en disant moi il faut que j'arrête de composer, ce serait arrogant de penser qu'une femme peut composer alors qu'elle compose divinement bien et peut-être même mieux que son mari. Ça aurait pu être vu comme un atout présupposé féminin, la musique, la mélodie, la délicatesse, et c'est pas du tout le cas. Oui, il y a une forme d'autocensure complète, c'est-à-dire que ce n'est pas un rôle d'une femme de composer. Et puis la composition, faut le voir aussi dans des périodes où c'était vraiment plutôt des stars, c'était ce qui était le plus important. Aujourd'hui, c'est plutôt les chefs d'orchestre qui sont mis en avant, les solistes. À l'époque, les compositeurs étaient un peu les rois, c'était vraiment eux qui faisaient la musique, parce que c'était la seule musique qu'on pouvait écouter en plus à ce moment-là. Donc c'était un statut qu'elles ne pouvaient même pas espérer avoir. Certaines l'ont quand même eu, hein. Il faut quand même préciser que toutes les femmes n'ont pas été effacées. Certaines ont eu des grandes carrières de compositrices professionnelles. Et on va écouter par exemple Hélène de Montgeroux. Là on est fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. C'est une des plus grandes pianistes du XVIIIe siècle, dites-vous. Ouais. Une des premières femmes à enseigner. Au Conservatoire de Paris. Au Conservatoire de Paris. Tout à fait. Une classe de garçons. Pour des hommes. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Donc elle avait une place. Elle avait une place elle était réputée en tout cas pour l'époque, et puis une vie romanesque. Moi, c'est ça aussi que j'adore dans ces Marquise et révolutionnaire. Marquise, révolutionnaire, qui a failli perdre la tête pendant la Révolution. Après la Révolution, elle a été jugée devant un tribunal. Alors, il y a une légende, mais qui est quand même très belle à raconter, qui dit que potentiellement on lui aurait demandé, donc elle était prête à être jugée par la cour révolutionnaire, et on lui aurait demandé alors de jouer la Marseillaise. Elle s'est mise à un piano et elle aurait tellement bien improvisé que tout le monde à la fin se serait mis à chanter la Marseillaise et à la libérer. Bon, c'est peut-être un petit peu fantasmé. Sauvée grâce à la musique. Mais en tout cas, elle a été sauvée notamment grâce au directeur du conservatoire à l'époque aussi. Mais par la suite, dépossédée aussi de sa méthode de pédagogie pour enseigner le piano. Et puis, vous montrez aussi que la pratique de certains instruments, il n'y a pas que la composition, est très mal vue chez les femmes. Vous dites le violoncelle, on le tient entre les jambes écartées, indécent. La flûte, on utilise la bouche, on sécrète un peu de salive, peu recommandable. Le hautbois, le basson, il faut prendre un bec ou une hanche dans la bouche, malsain. La trompette, le trombone, le visage rougi, les joues gonflent, là encore, c'est non. Donc il y a aussi la tenue. Bien sûr, ça c'est très marqué au 19e siècle. 19e siècle qui est quand même pas une époque très, très sympathique pour les femmes. Donc il fallait vraiment beaucoup de décence pour jouer. Donc le piano était parfait. Un instrument qui ne bouge pas, donc les femmes étaient dans leur foyer pour jouer le piano, et un instrument où il y a beaucoup de pudeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands mouvements. Pas de grands mouvements comme le violon. Voilà, c'est vraiment pas... Ouais. Et aujourd'hui alors, est-ce que le monde de la musique a définitivement évolué? Aujourd'hui, par exemple, un exemple très précis pour continuer sur le piano, c'est qu'il y a quand même des festivals qui se permettent aujourd'hui de faire des programmations 100% masculines, alors que le piano, on le voit bien, que c'est un instrument très féminin depuis très longtemps. Hélène Grimaud, Katia Bouniatichvili, oui, heureusement. Grande pianiste. Heureusement, elles sont là, heureusement. Mais en fait, il y a une évolution, parce qu'on est passé d'un moment où, quand je commençais un petit peu mes recherches là-dessus, où on disait, il n'y en a pas parce qu'elles n'existent pas. Il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de compositrice dans les programmations parce qu'elles n'existent pas, et pas de grande soliste, et pas de chef, parce que maintenant, on sait qu'elles existent. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à transformer ça et qu'elles soient enfin présentes au même titre que les hommes sur scène et dans les programmations. Pouvoir s'identifier pour des petites filles également. Bien sûr, les futures pianistes, les futures compositrices, chefs d'orchestre, des modèles. Ouais. Et puis peut-être réécrire l'histoire plus proche de la réalité. Voilà, la compter de façon la plus réelle possible. Je rappelle quand même que dans votre livre également, pour ceux qui voudraient aller plus loin et découvrir toutes ces compositrices, musiciennes qu'on ne connaît pas ou trop peu, vous proposez une playlist, et ça c'est super, avec par exemple, cette compositrice qu'on entend qui est Ethel Smith. Ethel Smith, exactement, britannique, suffragette, très très engagée. Elle a fini en prison pour avoir participé à des mouvements pour le droit de vote des femmes. Et qu'on peut l'entendre et redécouvrir. Et on l'entend, elle est formidable. Encore plein d'autres femmes musiciennes dans ce livre. Mozart était une femme, et en fait non, bien sûr, aux éditions Stock. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Je vous souhaite une bonne émission.